travail qui a réellement influencé aussi tant le travail de la région, où on a vu des nouvelles données, des nouveaux choix apparaître, que le travail aussi de RTE, notamment le lien entre région et RTE à travers les schémas climat et énergie qui sont élaborés dans chaque région de France. Voilà. On avait fait un gros travail et c'est vrai que aujourd'hui tout va très vite. La nouvelle loi sur la transition énergétique, les choix sur le nucléaire, l'effet des politiques qu'on a déjà menées aussi, qui se font faire sentir et qui effectivement renforcent les choix qu'on avait proposés en 2013. C'est mieux ? D'accord. Avec le micro. Je reste ici dans le coin pour pouvoir jouer avec l'ordinateur. Alors, avant de rentrer dans le scénario à proprement parler, c'est vrai que ça n'avait pas fait l'objet d'un travail particulier en 2013, c'est-à-dire d'évaluer l'impact des émissions de gaz à effet de serre du projet de CCG. Voilà, est-ce que, effectivement, pour se positionner sur un dossier de cette ampleur, il faut pour plusieurs informations. Pourquoi 400 MW et pas 800 ou 200 et est-ce que ce projet, finalement, est bon pour le climat ou effectivement, c'est quelque chose qui va contribuer au réchauffement climatique. C'est un élément important et vu que ça a été effectivement aussi quelque chose qui a été beaucoup discuté pendant l'enquête publique, on a souhaité avec le collectif Gaspard faire un travail de voir comment on pouvait évaluer l'impact des émissions de gaz à effet de serre du projet de CCG. Alors, juste un petit rappel, mais je pense que dans la salle, vous commencez à bien connaître ces chiffres. C'est juste pour se donner effectivement qu'il y a un réel enjeu. C'est pas une petite industrie, c'est de la grosse industrie. Ça, c'est des éléments qui sont extraits du dossier DDAE, dossier de demande d'autorisation d'exploiter, qui a été présenté pendant l'enquête publique. Et donc, où on peut s'apercevoir qu'effectivement, les quantités émises par ce projet sont assez élevées, puisqu'elles représenteraient 88% des rejets industriels aujourd'hui en Bretagne. Alors, plusieurs façons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes qui existent aujourd'hui pour valider un projet et étudier son impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas qu'une seule solution, et c'est pas non plus, on est tous bien d'accord, parce qu'un projet émet des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas profitable. Il faut bien regarder sur l'ensemble d'un système pour savoir s'il est profitable ou pas. Donc, je vais vous présenter trois méthodes différentes. Et la première chose sur laquelle on pouvait se poser une question, c'est par rapport aux besoins. Finalement, il y a un besoin pour la Bretagne, effectivement, qui a été précisé en 2010. Si on se réfère uniquement à ce besoin, quel est le projet le plus adapté? Alors, RTE nous expliquait à l'époque, effectivement, que le besoin pour sécuriser le système électrique de la Bretagne allait être croissant de façon exponentielle pour arriver en 2020 à plus de 240 heures. Et donc, ça allait croître comme ça, un peu à vitam aeternam. Bon, c'est quelque chose aujourd'hui qui est totalement revu, qu'on a pu... c'est pas encore le blackout. C'est quelque chose qui a été complètement revu par RTE, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a pu le valider avec le collectif Gaspard en réunion en préfecture. Le besoin pour la Bretagne, c'est 100 heures maximum. Les documents de la conférence électrique bretonne de l'énergie maintenant parlent de 60 heures. Et grâce aux énergies renouvelables, on peut encore diminuer ce temps. On verra après par la suite. Donc, le besoin 60 heures. Le projet de centrale, il est prévu pour fonctionner entre 4500 heures et 8000 heures par an. C'est effectivement, si on prend une centrale charbon, fuel, le pire de ce que vous voulez, je le fais tourner 60 heures et je le compare par rapport aux émissions de la centrale qui fonctionne pendant 4500 heures ou 8000 heures. Il y a un très joli graphique sur le site internet du collectif Gaspard. Il n'y a pas photo.
le projet de centrale n'est pas du tout adapté à ce besoin-là et rajoute un impact très très élevé au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième cas, effectivement, alors c'est quelque chose qui est défendu par les porteurs de projets, c'est quelque chose qui est défendu dans le pacte électrique breton. Cette centrale va venir remplacer des centrales à charbon. Alors j'ai une centrale à charbon qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Effectivement, un cycle combiné gaz émet 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si je remplace l'un par l'autre, finalement, effectivement, j'ai eu un gain. J'ai fait des économies d'émissions de CO2 tout en ayant la même production d'électricité. Quelque chose de bien. Donc, voyons voir un petit peu si ça peut fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut effectivement fermer des centrales à charbon. Si je ne ferme pas de centrale à charbon, je ne fais qu'émettre du CO2 supplémentaire. Alors, on va d'abord regarder au niveau de la France. Et au niveau de la France, on a effectivement énormément de... Enfin, énormément. Tout est relatif par rapport aux autres pays, mais on avait beaucoup de centrales à charbon. Et en 2009, au moment du Grenelle de l'environnement, suite à plusieurs normes européennes ou une nouvelle réglementation européenne, on a prévu de fermer un certain nombre de centrales à charbon. Et pour les remplacer, de construire des cycles combinés gaz. Alors voilà, un peu la liste finalement qui était publiée en 2009 par le gouvernement de tous les projets qui étaient pressentis. Et sur l'ensemble de ces projets, finalement, le gouvernement souhaitait qu'il y en ait 10 qui soient construits pour remplacer ce parc à charbon. Il y en a eu 11, plus une maintenant, plus 2 autres par la suite. Donc 11 mises en service, c'est ce qui a permis de remplacer totalement ce parc charbon. Alors voilà un peu graphiquement, vous avez pas la puissance totale du parc à charbon et du parc de CCG, mais juste depuis 2008, la croissance du parc de CCG et les fermetures au fur et à mesure des groupes charbon. Donc on se rend compte finalement qu'on a fermé à peu près pour 4000 MW de groupes charbon, et par contre on a ouvert plus de 5000 MW de cycle combiné gaz. Chaque fois qu'on la rajoute, effectivement la différence qu'on gagne au niveau des émissions de gaz à effet de serre diminue. Mais ce remplacement en France, il a déjà été fait. Alors, voilà, suite à la PPI, il y a eu quand même d'autres projets qui ont vu le jour, notamment un qui va ouvrir l'année prochaine, à Bouchain, dans le 59, et le dernier projet qui reste aussi en discussion, le projet de Landivisiau. Alors, j'ai marqué, voilà, au 1er juin 2012, c'était à peu près lorsqu'on construisait le scénario alternatif, il y avait encore 15 autres groupes de cycles combinés gaz en France, en projet, dans la file d'attente de RTE, donc les exploitants qui réservaient de la place sur le réseau pour dire oui, je vais construire un cycle combiné gaz. Et finalement, maintenant, il n'y a plus rien dans la file d'attente. Voilà. Il ne reste plus qu'un seul projet, c'est le projet de Landivisiau. Oui, il y a une question en face à Dans le tableau d'avant, est-ce que c'est la puissance possible ou c'est Ah, ça, c'est des choses qui ont été construites, hein. C'est vraiment la réalité. la puissance possible? La puissance disponible construite, voilà. C'est parce qu'elles ont produit forcément. Non, c'est pas ce qu'elles ont produit. On va y venir juste après. Mais effectivement, entre 2012 et 2015, il a dû se passer quelque chose pour que 15 projets de cycle combiné gaz disparaissent. Alors, ce quelque chose, voilà le résultat. Effectivement, on a, depuis 2012, deux choses: les énergies renouvelables qui se développent, les politiques de maîtrise de la demande en énergie qui portent aussi leurs effets, et finalement notre consommation électrique qui devait continuer de croître ad vitam aeternam, au contraire, elle a diminué depuis 2012, et on se retrouve avec des cycles combinés gaz. Donc ça, c'est les relevés officiels effectués par RTE pour chacune des centrales en activité en France, et on se rend compte, à part la centrale de Dunkerque qui est un peu particulière puisqu'elle fonctionne de pair avec une aciérie,
toutes les autres centrales fonctionnent moins de 4000 heures. 4000 heures, c'est le seuil de rentabilité de la centrale. Donc voilà la moyenne, grosso modo, depuis, sur l'année 2014, 800 heures par centrale. Alors, on va regarder un petit peu dans l'avenir, hein, finalement, quelles sont les prévisions à moyen terme. Moyen terme, c'est 5 années devant nous, donc échéance 2020. Et là, on se rend compte qu'effectivement, RTE, donc je vous ai mis les premières années, et puis après, effectivement, RTE ne voit pas forcément beaucoup d'évolution, et encore, il ne faut pas qu'il y ait plus de réduction de la consommation, de la demande d'énergie, ou une augmentation plus forte que prévu du parc d'énergie renouvelable. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que dès 2013, des cycles combinés gaz ont commencé à être mis sous cocon. C'est-à-dire qu'il est plus rentable de fermer la centrale et de ne pas la faire fonctionner, plutôt qu'essayer de fonctionner 1000 heures, ce qui va coûter plus cher au final à l'industriel. Cette situation va se perdurer et on arrive en 2020 avec 3 cycles combinés gaz en France qui seraient fermés effectivement, d'une part, parce qu'il n'y en a pas besoin pour sécuriser le système électrique français, et d'autre part, il n'y a pas assez d'heures pour rentabiliser la centrale.